Je suis heureux de vous annoncer aujourd'hui le lancement de l'appel d'offres pour 2 premiers parcs d'éoliens flottants en Méditerranée qui permettront d'assurer la consommation électrique domestique d'environ 1 million d'habitants. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de l'Avant JT où l'on pose la question ce soir de vivre avec des éoliennes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur après l'annonce que vous venez d'entendre par Jean Castex du projet d'un parc éolien, entre autres au large de Fos-sur-Mer, en pleine crise avec la Russie. La question de l'autonomie énergétique est au cœur de l'actualité. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a ce projet et puis il y a ceux qui ont déjà été effectués et qui font l'objet de recours. C'est pour cela que vous êtes avec nous, Marc-Antoine Chavanis. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous, c'est un projet, on va dire, terrestre, puisque c'est un parc éolien qui a été implanté du côté de la Sainte-Victoire. Absolument, c'est le parc d'Artigolière, 22 éoliennes, 33 000 tonnes de béton installées en plein confinement. Et alors ça, c'est effectivement votre rôle en tant que représentant de Cité Monument et vice-président de l'association de Sainte-Victoire, de défendre ce site que vous estimez avoir été dénaturé, c'est ça ? Voilà, ce site en fait a été investi, il a été brisé et aménagé pour installer des éoliennes qui, selon nous, n'ont pas lieu d'être. Et c'est la raison pour laquelle on a attaqué l'industriel 2 fois, on a gagné 2 fois en justice, et là c'est au Conseil d'État. Alors on va en parler. Avant, actualité oblige, on va écouter le monsieur environnement du Conseil régional qui nous explique pourquoi il soutient ce choix de projet éolien en mer. C'est la première éolienne marine de France, un prototype installé sur ce site d'essai au large du Croisic. Mais bientôt, elle pourrait s'implanter par dizaines au sud de la Bretagne. Cette éolienne n'est pas fixée au fond de l'eau, elle tient grâce à ce flotteur en béton. Là, on voit les éoliennes qui tournent avec un flotteur unique. Les différents types de flotteurs seront adaptés en fonction des différentes conditions techniques des sites éoliens. Une prouesse technologique qui révolutionnerait la production d'énergie en France. C'est une rupture technologique parce que l'éolien posé était une transposition de l'éolien terrestre avec des éoliennes qui sont finalement implantées sur le sol marin. Aujourd'hui, la rupture, elle est d'aller chercher de l'éolien qui va être flottant et qu'on va pouvoir implanter à des distances beaucoup plus importantes des côtes et aller chercher un meilleur productible. Et donc plus d'énergie. À la fin. Alors vous l'avez vu, ce n'est pas Christophe Madrol qu'on va écouter juste après. C'est un projet qui, lui, est je dirais, parallèle, qui ressemblera à celui-ci. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? L'éolien flottant, c'est une nouveauté ? Alors, l'éolien flottant peut avoir un intérêt par rapport à l'éolien terrestre où effectivement, dans le cas de la Sainte-Victoire, on a des reliefs qui nuisent considérablement à l'efficience, à l'efficacité des éoliennes. En plus, le parc est tout petit sur la Sainte-Victoire, donc il produit très peu. De l'éolien flottant pourrait peut-être, dans la mesure où il respecte l'environnement, les sites Natura 2000, produire certainement beaucoup plus. Alors, est-ce qu'il va les respecter ? C'est en tout cas ce que nous annonce la région. Et là, on écoute Christophe Madrol. Depuis maintenant une dizaine d'années, et le président Muselier l'avait dit lors de son élection, on veut tendre à une autonomie énergétique dans notre région. On sait très bien que l'éolien terrestre pose de nombreux problèmes et qu'il y a une certaine non-accessibilité de nos concitoyens vis-à-vis de l'éolien terrestre. Et quand nous avons vu les premières fermes pilotes d'éoliens flottants, on s'est dit que c'était l'une des solutions pour pouvoir atteindre tendre à cette autonomie énergétique dans notre région. Le projet serait mis à plus de 20 km des côtes, donc nous n'aurions aucune nuisance visuelle. Et tous les rapports, et vous imaginez bien que moi, en tant qu'écologiste, je m'y suis largement intéressé, il n'y a aucun, aujourd'hui, problème lié à la biodiversité ou pour la protection de la faune et de la flore avec l'éolien posé. Donc, toutes les enquêtes, toutes les études nous ont montré que pour les poissons ou les plantes, il n'y avait strictement aucun danger de mettre de l'éolien flottant dans ces zones. Ça fait débat, Marc-Antoine Chavanis. A priori, la région nous dit ça. Il n'y a pas de certitude. Ça me fait un peu sourire. Si ce monsieur est écologiste et a fortiori
au sein de la région, il est très affirmatif en disant ça n'a absolument aucun impact. On pourrait le dire si l'étude environnementale était terminée. A priori, elle n'est pas terminée. Absolument. Jean Castex a d'ailleurs précisé que ce projet était sous réserve de la fin de l'enquête environnementale. Et le problème de l'enquête environnementale, c'est bien celui que vous avez rencontré durant votre justement activité pour défendre la Sainte-Victoire. Ça s'est construit sans autorisation ? Alors ça s'est construit à marche forcée, en plein confinement. Ça s'est fait de façon très curieuse par un groupe étranger avec des autorisations qui ont été données, qui sont provisoires. C'est un des rares parcs en France, peut-être même le seul en France à fonctionner avec une autorisation provisoire qui n'a pas de date butoir. Et c'est très étonnant puisque normalement, depuis 2014, il y a la loi sur Grenelle, ce parc aurait dû bénéficier non pas d'un permis de construire, mais d'une enquête environnementale. L'enquête environnementale, l'industriel s'en est passé. Il pensait avoir l'antériorité. Et donc, effectivement, on l'a attaqué sur ce point-là. Alors, vous nous avez fourni des photos et des images. Qu'est-ce qui peut y avoir comme conséquence, selon vous, puisque la justice a reconnu qu'il faudrait que cette autorisation et enquête environnementale soit donnée. Quelles sont les conséquences de ce parc ? Alors, ce parc impacte directement la faune, la flore. Il y a une étude avifaune qui est faite par la Ligue de protection des oiseaux qui, en son temps, au moment de l'enquête publique, était contre ce parc. Il faut savoir aussi que si on fait le lien avec l'enquête publique, enfin plus exactement la commission du débat public qui a eu lieu pour les éoliennes offshore, il y a en fait un consensus des associations environnementales comme la Ligue de protection des oiseaux, France Nature Environnement, le WWF, la Tour du Valat, qui sont des acteurs prégnants du dossier, qui demandent la sanctuarisation des sites Natura 2000. C'est ce que l'on demande. On demande la sanctuarisation des sites Natura 2000. Or là, sur Sainte-Victoire, on est en site Natura 2000, montagne Sainte-Victoire. Donc la question ne se pose pas. Pour nous, il ne devrait pas y avoir d'éoliennes à cet endroit. Alors a priori, en tout cas sur le papier, on va dire, il existe des règles pour éviter qu'il se passe des choses et qu'il y ait des recours. Et ça, c'est Laurent Verdy qui nous le présente. Eh bien, tout commence par une consultation des habitants. Regardez ces images d'une consultation à Fos-sur-Mer. Les habitants peuvent émettre un avis, puis à son tour, le commissaire enquêteur, s'il y a un problème, émet un avis défavorable puisqu'il faut respecter un certain nombre de règles. Une de ces règles, c'est par exemple que les éoliennes se situent à plus de 500 mètres des habitations, comme dans ce village du sud-ouest de la France. Interdiction de construire sur un site classé, près d'un monument historique ou encore sur un parc naturel régional. Si le projet est toutefois validé, il faut s'attaquer à la décision ayant accordé le permis de construire. Oui, mais il faut montrer que vous avez un intérêt à agir, que ces éoliennes vous causent des nuisances sonores par exemple. En France, la réglementation limite à 35 décibels le bruit à l'extérieur des habitations proches des éoliennes. C'est un seuil considéré comme acceptable. Difficile de faire la liste de tout ce qu'il faut pour l'installation d'un parc éolien. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement a grandement facilité la réglementation pour permettre l'installation de ces parcs. Grandement faciliter la réglementation. En même temps, on sait qu'il va y en avoir de plus en plus. Et ça vous inquiète ? Ce qui est inquiétant, c'est qu'effectivement, on déconstruit tous les recours possibles de la part des citoyens. Ça pose un vrai problème, c'est-à-dire qu'on va demain imposer, le préfet pourra peut-être, c'est déjà le cas, en fait, la circulaire Pompili va dans ce sens, elle demande au préfet de recenser tous les terrains possibles sur terre et en mer, et peut-être que demain, on ne demandera plus du tout l'avis aux concitoyens. Il faut savoir qu'un maire ne peut pas s'opposer il peut faire un vote au conseil municipal, mais il ne pourra pas s'opposer à l'implantation d'un parc éolien, de forêt éolienne. En fait, ce sont des usines, ne vous y trompez pas. Un aérogénérateur, c'est une usine en pleine nature, 1500 tonnes de béton par éolienne. Alors en même temps, il faut bien envisager quand même le but de ces parcs, c'est de produire de l'énergie alternative. Et c'est aussi la raison pour laquelle la région nous rappelle qu'elle soutient et elle nous donne son objectif. Et je vous donne la parole juste après. La concertation, nous l'avons menée avec les usagers, avec les pêcheurs, avec les collectivités. Vous savez, je fais partie de ceux qui disent qu'on ne construit pas de projets environnementaux sans une concertation complète. Je ne suis pas pour une écologie punitive, je suis pour une écologie avec Renaud Muselier de la concertation. Et on va vraiment dans ce sens-là avec ce parc d'éolien qui sera sur un espace quand même de 50 km² et on envisage d'atteindre 20 mâts qui seront posés pour les éoliennes.
Ce sont des mâts qui font entre 250 mètres et 300 mètres de haut. Imaginez des tours Eiffel, parce que c'est la hauteur de la tour Eiffel, qui seront mis au large de Fos-sur-Mer à 20 km. Et ça nous permettra de sortir dans une ferme 250 000 mégawatts d'énergie, ce qui pourrait, si vous voulez, pour nos téléspectateurs, fournir de l'énergie pour 500 000, 600 000 foyers. Donc ce n'est pas rien. C'est effectivement une des sources énergétiques d'avenir. Marc-Antoine Chavanis, il y a quand même... vous n'êtes pas contre l'éolien, c'est ce que vous me disiez avant l'émission. Non, la question n'est pas de savoir si on est pour ou contre. On ne peut pas être contre les centrales nucléaires, le photovoltaïque, l'éolien. On a besoin des énergies renouvelables et tout le monde est d'accord. Par contre, ce dont on est certain, c'est qu'il faut protéger des espaces qui sont censés effectivement garantir la biodiversité. Il y a dans le Grenelle de l'environnement la trame verte et bleue. C'est un des objectifs. On ne respecte pas aujourd'hui ces couloirs de biodiversité. On ne respecte pas les sites Natura 2000, qui est une référence européenne. On ne respecte plus grand-chose. Et là, on est en passe de ne pas respecter en fait l'avis des citoyens. La commission du débat public a bien précisé qu'il souhaitait qu'il y ait des éoliennes tests avant la mise en marché. Or, M. Castex lance le marché avant même que les tests soient faits. Alors justement, on va écouter à l'issue d'une concertation publique, parce qu'elle a quand même lieu, même si on n'en tient pas forcément compte, deux réactions qui ont été reprises par nos confrères de France 3 Marseille. Il faut avoir conscience que ces projets vont avoir un impact assez élevé sur la vie faune, c'est-à-dire les oiseaux migrateurs, les oiseaux marins. Donc on regarde ça d'un œil assez inquiet, ce qui ne veut pas dire qu'on s'opposera à tout. Vu la hauteur, ce n'est pas seulement une partie du golfe du Lion qui va être impactée par la vision de ces éoliennes, mais la totalité de la côte. Elles seront visibles à plus de 60 km. Donc si on en fait 2 ou 3 des parcs, en fait, de Port-Vendre jusqu'à Fos, on verra des éoliennes en Méditerranée. Alors c'est un peu, est-ce qu'on est coincé entre ce qu'on n'a pas envie de voir et en même temps le besoin d'en avoir de ces fameuses éoliennes? Il va bien falloir trouver des endroits où les mettre. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. On a un conflit aux portes de l'Europe et par conséquent, l'urgence climatique passe tout à coup au deuxième plan. Et il était important de compenser effectivement le gaz russe et le pétrole. À ce titre, on peut comprendre effectivement qu'il aurait été nécessaire peut-être de faire de la recherche et du développement plus en amont. Maintenant, la précipitation serait dramatique, c'est-à-dire que faire quoi qu'il en coûte de l'éolien sans tenir compte des concertations, je ne pense pas que ça soit la solution. Quand le Conseil économique et social dit qu'il va falloir renforcer en fait la concertation parce que des projets il va y en avoir plus, vous ne le croyez pas ? C'est exactement ça. C'est que le Conseil économique et social et environnemental, en fait, à la demande du Premier ministre, a remis un rapport et il demande effectivement à ce qu'on consulte les populations et en particulier les collectivités locales et territoriales. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En tout cas, elles n'ont pas d'avis susceptible d'empêcher la création de ces parcs. Je pense qu'il est vraiment important d'écouter tout le monde et non pas d'avoir une posture en disant on prend la commission du débat public comme ça, on s'achète une conduite. En alibi. On a bien compris. Voilà. Il nous reste 20 secondes. Merci. On suivra aussi l'actualité puisque la décision n'est pas encore connue concernant le parc de la Sainte-Victoire et bien sûr l'évolution du projet qui va concerner toute cette région avec l'implantation de ce parc éolien d'une vingtaine d'éoliennes dans un premier temps au large de Fos-sur-Mer. Merci Marc-Antoine Chavanis. L'information continue bien sûr sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur.